Ah, l'Amérique, les grands espaces, les gens qui n'ont pas de thunes. Mais par contre, un film qui rapporte un Oscar, et oui, c'est parti pour la critique de No Man Land. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette critique du film qui a reçu 3 Oscars, dont meilleur film, meilleure réalisatrice et je crois meilleure actrice. No Man Land. Alors, il a reçu les Oscars parce que c'était une année particulière. Est-ce qu'il les mérite vraiment? Est-ce qu'on va se souvenir de ce film dans la postérité? Écoutez, je sais pas trop. Mais avant ça, je vais pitcher. No Man Land est donc un film réalisé par Chloé Zhao, qui a réalisé The Rider il y a quelques années, qui va réaliser un Marvel, là, qui va sortir dans l'année, Eternals. C'est une réalisatrice chinoise qui est allée aux États-Unis réaliser des films. Donc c'est un profil assez atypique, mine de rien, à Hollywood, parce que c'est à la fois une immigrée et une femme, et elle a réalisé des films qui ont l'air de beaucoup parler aux États-Unis, aux Américains plutôt. Voilà, donc No Man Land, ça raconte l'histoire de Fern, une sextagénaire, une femme de 60 ans, qui vit dans son van parce que la ville dans laquelle elle vivait a totalement disparu, en fait, s'est vidée parce qu'elle dépendait d'une usine de plâtre ou d'une mine de plâtre qui a fermé. Et donc, quand la mine ou l'usine, je sais plus trop, a fermé, la ville a cessé toute activité, tout le monde s'est barré. Le code postal de la ville a carrément disparu, pour vous dire. Donc, elle se retrouve à être une nomade, à vivre dans son van et à traverser les États-Unis pour rallier différents endroits, retrouver différentes personnes et voyager au gré des saisons un peu. Donc, c'est une forme de nomadisme qui est à la fois volontaire et un peu forcé parce que on sent que économiquement c'est quand même compliqué, mais il y a quand même une forme aussi de volonté. Et on va découvrir dans le film un peu plus pourquoi et comment, et surtout pourquoi elle s'engage dans cette voie-là. Le film a un aspect très naturaliste, très réaliste, parce que il fait intervenir des personnes qui sont de vrais nomades de la route, comme les personnages en dépeint, qui jouent en fait leur propre rôle. Le film est adapté d'un bouquin qui s'appelle donc No Man Land, et donc tous les autres personnages, sauf Francis McDormand et un autre gars, sont des personnes réelles, qui donc racontent un peu leur vraie histoire, et il y a vraiment un côté documentaire, pas dans la manière de filmer, où c'est très mis en scène, je veux dire, on sent qu'on n'est pas du tout dans une recherche de documentaire, mais par contre, dans certains moments, on a vraiment l'impression que les personnages sont un peu interviewés. C'est surtout des récits au coin d'un feu de camp ou ce genre de choses. J'ai lu dans Cinématiseur l'interview de Chloé Zhao qui explique comment elle a fait. Elle a beaucoup discuté avec les nomades en amont et elle a sélectionné des parties de leurs récits qu'elle a intégrées dans son scénario et qu'elle a demandé à les nomades de re-raconter leur histoire. Donc c'est pas un vrai interview et dans le film ça apparaît pas comme un interview, mais en tout cas il y a cette espèce de manière d'écouter un récit oral de gens qui ont une vérité en eux de l'expérience qu'est le nomadisme aux États-Unis. Alors c'est un film assez long et assez lent. Je recommande de le voir au cinéma. Je sais qu'il est sûrement trouvable sur la toile de manière pas forcément légale. C'est un film qui, à mon avis, prend vraiment une dimension particulière au cinéma. Moi, j'ai eu la chance de le voir en projection presse parce que on est dans des grands espaces. Évidemment, le grand écran est quelque chose d'important pour apprécier les grands espaces. C'est un film très atmosphérique qui est vraiment basé sur une forme d'errance. Et le cinéma aide à se laisser aller dans cette espèce d'atmosphère. Là où, sur la télé, je pense que ça passera beaucoup moins bien malgré votre installation audiovisuelle à la maison, le home cinéma. Voilà, c'est ma petite avis. Chacun regarde des films comme il veut. Sur le téléphone, si vous arrivez à kiffer No Man Land, faites-vous plaisir. Moi, je sais qu'en tout cas, la salle de cinéma m'a grandement aidé à me plonger dans ce récit et dans cette aventure. C'est un film qui est qui se passe en 2012 et qui parle évidemment de l'Amérique post-crise économique et surtout de cette Amérique qui laisse finalement les gens sur le bord de la route, les nomades, non mais surtout les vieux. En fait, c'est ça qui me trouble, c'est que moi je suis un vrai fanatique de la culture de la route américaine. J'ai lu Sur la route de Jack Kerouac, et c'est un livre qui me hante énormément, donc sur la Beat Generation, et même toute cette partie-là toute cette époque un peu où la route semblait être quelque chose, une manière de se trouver
en tant que jeune, et de se construire, et de voyager, de découvrir le monde. Là, on parle de la route d'une autre manière. Ça qui est intéressant et qui m'a un peu troublé, c'est que on approche, il y a un côté crépusculaire en fait. On est sur des vieux, des gens qui ont plus de 60 ans, et dont que le système rejette finalement, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour avoir une retraite décente. Ils sont clairement en marge, ils sont plus forcément utiles dans une communauté fixe. Et donc, ils sont obligés de voyager au gré des opportunités qu'on leur offre. Donc, par exemple, vers Noël, ils vont travailler chez Amazon parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour emballer les cadeaux de Noël. Ils vont faire des récoltes à certains moments de l'année. Ils vont travailler dans des centres de loisirs l'été pour accueillir les touristes. Voilà. On sent qu'ils viennent combler un manque de la société, mais la société n'a plus besoin d'eux activement. Et c'est assez... et donc on est face à une forme où la route devient non plus une quête de soi, mais finalement une manière de fuir. Et c'est assez particulier parce que je pense que c'est très conscient dans la tête de Zhao de détourner cette espèce de vision qu'on a, un peu épique et totalement ancrée dans la liberté de la route. Là, il y a vraiment quelque chose qui est un peu morbide finalement et même assez crépusculaire. Vraiment, c'est le terme. C'est un road trip crépusculaire. Parce que finalement, les personnages, en tout cas le personnage qu'on suit, a vraiment une volonté, non pas de se retrouver, mais de se perdre. On sent qu'il lui reste des années à vivre, mais qu'elle a juste envie de se perdre. Parce que il y a, finalement, le film, il parle d'un truc principal, c'est le deuil. C'est un personnage qui vit un deuil, qui a perdu son mari, qui était le pilier de sa vie. Toute sa vie s'est construite autour de la relation qu'elle avait avec son mari et tout ça. Et finalement, une fois que son mari a disparu, elle a rien d'autre. Elle a rien d'autre. Donc la route semble être une option viable, vu que elle est dans une espèce de quête de l'oubli, quoi, de réussir à s'oublier, à oublier les choses, à réussir à passer à autre chose. Mais c'est vraiment quasiment impossible pour elle parce que l'intégralité de sa vie a disparu en même temps que son mari, quoi. Donc c'est quelque chose et de sa ville. Enfin, ça qui est affreux, c'est qu'il y a son mari qui est décédé et la ville après a disparu. Donc vraiment tout son monde finalement n'existe plus et elle a plus sa place nulle part. Donc le nomadisme ne devient pas quelque chose de forcé de manière économique. En tout cas, ça devient une manière de ne plus se poser de questions, à devoir reconstruire quelque chose. Et finalement, on erre au gré de là où la route nous amène, en plus avec un rapport communautaire assez intéressant, vu que les nomades se regroupent à certains endroits, à certains moments, pour avoir des moments de communion, et il y a vraiment un esprit quasi spirituel dans le nomadisme, qui est dépeint dans le film, qui a une portée que je trouve assez fascinante. Le film joue de symbolismes qui m'ont assez marqué. Je pense notamment à une séquence où en fait il y a un personnage, je crois que c'est Paul, j'ai oublié le nom du perso, mais bon, c'est joué par un autre acteur d'ailleurs, c'est le seul nomade qui n'est pas un vrai nomade dans le film, qui commence à créer une relation au fil et à mesure des rencontres avec le personnage principal. Et donc qui d'un coup va évoquer la possibilité d'une nouvelle vie, de se reconstruire, de reformer une cellule familiale même, de reconnecter fondamentalement avec quelqu'un et donc d'abandonner une forme de nomadisme. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage, à un moment, il veut aider le personnage de Fern, et il va déplacer un carton, et en déplaçant le carton, il fait tomber de la porcelaine, qui est un objet qui revient un peu avant dans le film, qui est un objet très important pour Fern, parce que c'est le symbole c'était un cadeau qu'on lui avait fait au moment de s'installer dans sa maison, dans laquelle elle a vécu toute sa vie. Et donc, ça représentait vraiment sa vie famille, quoi. Enfin, c'est un peu le vestige de la vie qu'elle a finalement quittée avec le nomadisme. Et le fait que cette nouvelle rencontre vienne péter ces assiettes sans faire exprès, ça symbolise vraiment l'idée que Fern se fait de ça. C'est le côté, si je m'engage vers cette personne-là et vers ce que la vie peut me proposer avec lui, ça va fracturer dans ma tête les souvenirs que j'ai de la vie d'avant, d'une certaine manière. Et donc c'est un peu ce dilemme qu'a le personnage. Est-ce qu'elle va accepter de réellement laisser derrière elle cette vie pour en recréer une autre, ou sinon elle va juste continuer de la vivre, de se laisser vivre en se remémorant toute cette vie qu'elle a eue avec son mari et dans sa ville qui a disparu.
Et je trouve que c'était un joli symbole, ce côté des assiettes, ça arrive de manière anodine. C'est pas du tout plus appuyé que ça. Mais quand on creuse la symbolique du truc, c'est assez limpide et ça m'a beaucoup plu. J'aime bien quand les symboles me sautent aux yeux. Il y en a plein auxquels je passe à côté, mais celui-là, il m'a bien marqué. Il y a un vrai aspect malikien dans la mise en scène de ce film, dans le sens où on est beaucoup sur des lumières rasantes, soleil couchant. Évidemment, la nature a une place prépondérante. Même la manière de filmer, on n'est pas nécessairement sur des grands angles, mais en tout cas, je crois qu'on est sur quand même un joli scope. En tout cas, voilà, une image très large. Les personnages sont souvent assez réduits au milieu du cadre, au milieu de ces étendues. Il y a une panoplie de plaines et de décors naturels grandioses. Je trouve pas que la nature soit particulièrement sublimée. On sent pas qu'il y a une espèce de... C'est assez particulier parce qu'il y a un rapport... on sent que les nomades ont un rapport avec la nature. Ils en parlent souvent. Il y a cette volonté de quitter les villes pour justement reconnecter avec la nature. Que c'est énoncé, mais je l'aperçois dans certaines séquences, mais je trouve pas que la manière dont Chloé Zhao a de filmer tout ça m'embarque particulièrement dans ce rapport à la nature. En tout cas, c'est sûr qu'on a les étendues, les plaines, ça, elle les filme de manière grandiose. Enfin, faut dire, les décors sont grandioses, donc il y a juste à poser sa caméra et mettre le personnage au milieu. Et t'as des panoramas, mais de fou. Il y a un rapport au western, à l'Americana. Enfin, c'est vrai que je trouve ça très intéressant de sentir une distance vis-à-vis de ce qui est filmé, parce que bah, elle a forcément pas, c'est pas ses territoires d'origine, quoi. Enfin, vraiment, et donc elle les filme avec une forme de fascination que les Américains ont peut-être pas nécessairement. Et c'est pas une fascination liée à des films. Enfin, c'est pas une culture cinématographique du western. C'est vraiment juste d'observer le territoire et de se dire, bah voilà, regardez à quel point on est petit par rapport à ça, c'est impactant, regardez la taille de votre pays. Enfin, la route américaine, elle est pas anodine, quoi. L'Amérique, c'est un énorme pays et les gens te le disent, quoi. Vous traversez les États-Unis, c'est important de se rendre compte à quel point c'est grand. Et donc, Chloé Zhao, là, je trouve qu'elle arrive à le représenter, cette démesure de la nature américaine. Et c'est intéressant que ce soit une cinéaste finalement étrangère qui arrive à mieux le mettre en valeur. Enfin, on est sur des choses. On sent qu'elle a envie de rendre un peu hommage à John Ford aussi, à la prisonnière du désert, avec ce rapport au désert quasi infini qui peut nous perdre, quoi. Et ça m'a... je suis pas totalement convaincu sur le rapport à la nature, mais sur le rapport aux plaines, là, il n'y a rien à dire, elle fait le taf. Le film est par contre, je trouve, un peu sous-écrit. Forcément, il y a un côté très contemplatif. Et donc, il en devient un peu long. Il y a des longueurs, c'est indéniable. J'ai pas été captivé tout le long, j'ai pas été ému, moi, personnellement. Mais je pense que ça peut être un film très très puissant émotionnellement, parce qu'il y a des récits qui frappent vraiment fort, et des personnages qui sont très touchants. Bon, il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas, hein, chacun a ses degrés de sensibilité. Il y a ce qu'il faut pour être ému, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas une trame narrative précise et que ça évolue de manière très disparate au gré des rencontres, peut y avoir des moments où on décroche un peu, des moments moins intéressants. Moi, ce qui m'a manqué, c'est plus des vrais envolées, des vrais moments où d'un coup on embrasse un instant et on a envie de vivre ce moment pleinement. Et en fait, il n'y a jamais vraiment ça. On sent que le personnage, il vivote, mais il n'y a pas cette espèce de moment cathartique ou de moment d'épanouissement ou de joie faramineux. Malgré des moments durs aussi, hein, les nuits dans le froid, dans un van, les galères, le pneu crevé, enfin des trucs comme ça. Mais il y a pas ça m'a manqué, j'avais envie d'avoir plus de moments où d'un coup, tu comprends vraiment par des moments de pur bonheur que cette vie, c'est vraiment un choix et elle est intéressante à vivre. Là, c'est quand même jamais très très réjouissant, quoi. Il y a un moment, ils boivent des coups dans un bar, il y a un moment, elle se baigne dans la nature, dans un fleuve, dans une rivière, et au moment, elle crie au bord d'une falaise, mais ça m'a manqué cette espèce d'envolée où je me dis, oh putain, oui, oh là, vous faites rêver. Et là, moi, je pense que c'est ça qui m'aurait le plus ému. C'est que le long de la route, il y a des instants magiques. Et là, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça d'instants magiques. Et moi, dans les voyages, je trouve ça hyper important, les instants comme ça de magie, les instants inoubliables. Et pour le coup, le vrai point négatif, moi, du film, c'est la musique. C'est une petite musique au piano qui m'a absolument pas parlé. Je l'ai trouvée très redondante, justement, pas du tout réussi, enclin à me faire sortir les émotions, à aller me chercher ou magnifier les séquences. C'était très... Vu que ça évolue pas tant que ça en fonction des différents décors que le personnage traverse, voilà.
pas évident, j'ai pas réussi à être happé par cette zik, donc bah, c'est un gros frein, hein, parce qu'elles habillent beaucoup, beaucoup de séquences sont habillées par la musique, et s'il y a un élément, l'image m'a toujours parlé, mais si le son ne suit pas, c'est sûr que l'émotion peut pas frapper parfaitement, c'est évident. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas trop quoi dire sur le fait que le film ait eu l'Oscar par rapport aux autres, je sais même pas contre quoi il était, ça m'a pas du tout intéressé cette année, cette, cette cérémonie. C'est sûr que on est sur un public américain, ça leur offre un regard vraiment doux et amer sur leur pays. Il y a un constat fatalement d'échec sur un rapport à leur société, parce que de voir autant de vieilles personnes devenir des migrants dans leur propre pays pour survivre, c'est forcément un aveu d'échec social. Et donc, de donner l'Oscar à ce film-là, il y a un rapport aussi politique, enfin de vouloir alerter sur quelque chose, de sensibiliser à un problème. Donc voilà, après ça reste un joli film, vraiment un beau film qui, je pense, aborde de manière très délicate et touchante une situation sans faire du misérabilisme, sans faire de la démagogie, sans être particulièrement militant, et de réussir à poser un constat émotionnel sur une situation sociale. Et ça, je trouve ça assez fort, parce que le personnage, il est quand même écrit, il a des traumas, il traverse des choses, il brasse des sujets, et après, bah, on en ressort avec un impact émotionnel qui peut nous faire prendre conscience des choses, au-delà d'une thèse ou d'un discours qui nous fait dire que, voilà. Donc, je comprends franchement que on puisse lui filer une statuette. Après, je me souviens pas de ce qu'il avait en face, mais c'est pas déméritant. France McDormand est très bien. Bon, elle commence à vraiment bien les manipuler, ses rôles d'américaine moyenne 60 ans là, parce que Three Billboards c'était beaucoup plus dans la colère, c'est quand même une extension de ce rôle-là, mais sans colère. Euh, et Chloé Zhao, bah, meilleure réalisatrice, oui, son film est cohérent, et la démarche, je trouve qu'elle est très forte. Ce rapport un peu mi-documentaire, parce que les conversations sont véridiques et sont pleines de véracité, mais intégrées dans une œuvre de fiction contemplative, c'est assez fort. J'ai pas vu The Rider encore, mais ça m'a donné vraiment envie de le découvrir, parce que pour le coup, The Rider, c'est beaucoup plus documentaire, dans le sens où le personnage principal est fictif. Enfin, non, est réel. Enfin, c'est un vrai gars dont elle a suivi l'histoire, et après, elle brode autour. Là, c'est un film écrit, qui est adapté à un bouquin, mais c'est un film écrit quand même. Voilà, donc bah, je vous recommande de découvrir ce film en salle, vraiment, pour vous faire votre propre idée, et surtout pour aussi, mine de rien, se dire qu'on a la réalisatrice d'un futur Marvel là, et c'est cocasse, parce que on n'attendait pas quelqu'un comme ça derrière un blockbuster à 200 millions de patates de super-héros. Curieux de voir ce qu'elle va faire. Je pense que ça peut être. Non, mais les gens ont l'air de dire qu'elle avait les coups des. Enfin, qu'elle faisait ce qu'elle voulait sur le Marvel. Ça, Kevin Feige dit que c'était le meilleur speech qu'il a jamais entendu de présentation d'un film au départ. Il lui a donné les pleins pouvoirs, j'ai l'impression. Donc, si c'est pas de la com mensongère pour nous faire passer Marvel pour des gens ultra ouverts, je suis curieux de voir son film, honnêtement. Je suis très curieux de voir Eternals, parce que si elle arrive à apporter cette dimension émotionnelle, sensorielle et naturaliste à un Marvel, ouais, quasi un peu mystique, ça peut être très très intéressant et très différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir précédemment. Et je pense que c'est cool, parce que c'est un peu ce dont Marvel a besoin en ce moment. Vu que je ne suis pas un Marvel hater, moi j'apprécie les films de super-héros Marvel depuis le début. Donc, ouais, je serais bien heureux de voir ça. Bon, on se retrouve, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, encore une fois, bonne toile!